Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire organisé par Digital Frontier Institute. Nous vous remercions d'avoir pris le temps pour nous rejoindre ce samedi matin pour une discussion autour du thème « Quels sont les défis rencontrés par les entrepreneurs FinTech en Afrique ?» Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux entrepreneurs FinTech comptant parmi les plus réputés d'Afrique francophone. Et ils partageront avec nous leur parcours, c'est-à-dire comment ils en sont arrivés à se faire une place dans l'écosystème des services financiers, quelles ont été leurs contraintes à mobiliser des ressources humaines, à mobiliser des financements et à collaborer avec les régulateurs. Donc, pour discuter sur ce thème, j'ai le plaisir de recevoir sur ce webinaire Idriss Martial Monté, qui est le fondateur ou cofondateur de Sinetpay, une fintech qui est basée en Côte d'Ivoire. Idriss Martial Monté, bonjour. Bonjour Maxime. Bienvenue sur ce webinaire et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, mesdames et messieurs, je vous prierai également d'accueillir Gilles Kounou, qui est le fondateur de OpenSea, une fintech qui opère également en Afrique de l'Ouest francophone et qui est basée au Bénin. Gilles Kounou, bienvenue sur ce webinaire. Bonjour Gilles. Bonjour Maxime et merci de m'avoir invité. Merci Gilles. Alors, je rappelle quelques dispositions pratiques à l'attention des participants. Ce webinaire sera enregistré et publié sur les canaux digitaux de DFI et sur YouTube. Vous avez également la possibilité d'interagir avec nous en posant des questions via le chat box. Et pour cela, nous vous prions de bien vouloir, lorsque vous posez une question, de bien vouloir indiquer vos noms, adresse email, afin que si certaines questions restaient en instance pendant le webinaire, pendant la discussion, que nous puissions vous faire parvenir les réponses via email. Alors, sans plus tarder, j'aimerais bien lancer la discussion avec Martial Monté. La première partie de ce webinaire, nous allons commencer d'abord par présenter un tout petit peu OpenSea et Sinetpay. Alors, la première question sera pour Martial Monté. Alors, comment vous est venue l'idée de fonder Sinetpay? Qui sont vos clients aujourd'hui et qu'est-ce qui justifie en fait votre positionnement? Martial Monté, vous avez la parole. Merci beaucoup Maxime. À l'origine, Sinetpay, on le développe pour essayer de résoudre un problème qu'on avait. En 2008-2009, on développe une plateforme de vente et de promotion des noms de domaine des pays africains parce qu'on estimait que c'est quelque chose qui n'était pas suffisamment valorisé sur la toile. Il était difficile d'acheter les noms de domaine des pays africains. Et après avoir développé cette plateforme, nous sommes confrontés à un problème de paiement en ligne. Puisque les noms de domaine, ce sont des produits immatériels, il fallait permettre aux utilisateurs de payer directement en ligne et de disposer de leur nom de domaine. Donc, c'est comme cela que, après avoir essayé plusieurs fois d'intégrer les solutions de paiement comme PayPal et autres, nos comptes ont été bloqués parce que nous étions en Afrique. Et à la suite de cela, on a vu l'opportunité que le mobile money offrait et nous avons développé une gateway pour pouvoir résoudre notre problème sur notre site Internet. Mais fort a été de constater que la majorité des clients qui venaient acheter les noms de domaine sur notre site nous posaient la question comment est-ce qu'ils pouvaient avoir cette même solution de paiement sur leur site Internet aussi ou bien sur leur site e-commerce. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Sinetpay de développer une gateway qui agrège l'ensemble des moyens de paiement, mobile money, carte et autres wallets partout en Afrique francophone pour pouvoir permettre aux sites de e-commerce d'accepter facilement et simplement les paiements en ligne. Donc, voilà d'où est venue l'idée de Sinetpay. Aujourd'hui, Sinetpay est une gateway qui agrège l'ensemble des moyens de paiement mobile money card bancaire dans plus de 8 pays en Afrique francophone. Et notre vision est d'être présent dans les 15 pays de l'Afrique francophone à l'horizon 2025 pour pouvoir offrir une infrastructure simple d'accès de paiement à tous ceux qui voudront développer des activités sur Internet. Généralement, nos clients, ce sont des e-commerçants, ce sont des marchands, ce sont des entreprises qui ont une solution digitale et qui sont à la recherche d'une solution de paiement pour pouvoir permettre à leurs utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, de pouvoir payer en ligne sans avoir à se déplacer ou bien à subir des tracasseries qu'il faut. Aujourd'hui, notre
notre positionnement dans ce secteur, notre objectif et notre vision, elle est claire. On veut être le premier agrégateur de paiement et en Afrique francophone. Merci Martial Monté. Ben, je crois que voilà, le décor est planté. Voilà, vous voulez être le premier agrégateur de paiement en Afrique francophone. Et je crois que OpenMC nourrit la même ambition puisque également c'est un agrégateur. Donc, je vous remercie, Martial Monté. Je vais donner maintenant la parole à Gilles Kounou pour nous présenter OpenMC, pour nous dire exactement comment, Gilles, pour nous dire comment t'es venue l'idée de créer OpenMC, quels sont également tes clients et quel est ton positionnement? Est-ce que tu nourris la même ambition d'être le premier agrégateur de paiement en Afrique francophone? Merci, Maxime. Je pense que pour la plupart des premières plateformes d'agrégation dans chacun de nos pays, c'est une question d'opportunité et de besoin. Nous, on a fondé OpenMC en 2013 pour développer une solution qui s'appelait Go Médical, qui était le dossier médical du patient partagé. Et on s'est rendu simplement compte que cela n'avait aucun sens que nos utilisateurs prennent un rendez-vous chez un médecin, par exemple, veulent payer une consultation en ligne et qu'ils doivent se déplacer physiquement dans le centre de santé pour finir par payer. On s'est aussi rendu compte que dans notre solution, si on ne mettait pas en place le paiement à l'avance, les utilisateurs qui n'étaient pas très habitués à la question du rendez-vous n'allaient pas honorer leur rendez-vous. Donc, notre challenge était d'obliger nos utilisateurs à payer une partie au moins du rendez-vous avant de l'avoir. Comme ça, on savait qu'ils allaient se déplacer à l'heure pour se rendre auprès de leur médecin. Et justement, il n'y avait aucune solution digitale qui permettait de faire cela. On s'est très tôt intéressé à regarder autour de nous les différents portefeuilles électroniques qui existaient et on s'est rendu compte que le mobile money pouvait représenter une opportunité parce que c'était en réalité un portefeuille de paiement très étendu, accessible à la majorité des Béninois, à l'inverse de la carte bancaire. Et donc, très tôt, on a fait des démarches auprès des opérateurs pour pouvoir développer une passerelle de paiement qui permettrait de s'interconnecter à leur infrastructure. Donc, aujourd'hui, on a monté KiaKiaPay, en fait. Donc, la société, c'est OpenMC, mais notre plateforme s'appelle KiaKiaPay. KiaKiaPay, ça veut dire « paye-moi vite, vite » en Yoruba. Et la plateforme est accessible à kiakiapay.me. Donc, c'est kiakiapay.me, paye-moi vite, vite. Et notre challenge, contrairement au début, on voulait accélérer juste notre solution de e-santé. Un challenge d'aujourd'hui est de permettre à tout commerçant ou e-commerçant de pouvoir encaisser un client instantanément à travers la sous-région ouest africaine francophone. Et nous avons particulièrement l'obsession de fournir une infrastructure de paiement à des solutions financières de deuxième génération. Parce que nous pensons que ce sont ces solutions de deuxième génération qui, adossées à un portefeuille mobile money, peuvent faciliter l'inclusion financière. Donc, c'est ce que nous faisons et on est aujourd'hui ouvert sur le Bénin, on vient d'ouvrir récemment sur le Togo et la Côte d'Ivoire avec une roadmap à travers la sous-région, mais une plateforme unique pour l'ensemble de ces pays-là. Et un ensemble de fonctionnalités qui vont de la fonctionnalité d'intégration à celle du versement de masse dans les portefeuilles mobile money des bénéficiaires parce que KiaKiaPay a la particularité de ne pas juste faire de l'encaissement pour le commerçant, mais nous aidons aussi des organisations qui ont des bénéficiaires disséminés à travers les territoires à leur verser de l'argent. Donc, nous faisons les opérations dans les deux sens. Et nous avons construit un ensemble d'API en particulier pour presque toutes les technologies du marché. C'est vraiment l'une de nos forces
que vous ayez aujourd'hui une application iOS, une application Android développée sous Kotlin ou sous Java, que vous ayez une application web, HTML, CSS, JavaScript, que vous utilisez un plugin, un CMS de type WordPress pour votre média en ligne, un CMS de type WooCommerce pour votre solution de e-commerce, ou Magento ou PrestaShop. Vous trouverez un plugin Kaki API que vous pouvez installer sur votre site en moins de 2 heures. Et une fois que votre KYC a été fait, si vous avez commencé votre intégration à 8 heures à midi, vous pouvez encaisser votre premier paiement digital. C'est là aussi l'un de nos focus, c'est de masquer aussi bien pour les développeurs que pour les marchands la complexité de tout ce qui peut représenter une infrastructure de paiement et de faciliter l'existence d'usages très simples. Je te remercie. Merci Gilles. En fait, tout à l'heure, tu as évoqué au cours de ta présentation les API, toutes les solutions en fait, que vous offrez pour pouvoir procéder à des intégrations. On va revenir sur ce point un peu plus tard au cours de la discussion. Mais ce que je retiens globalement des deux interventions, c'est qu'à l'origine, vous proposiez des services, que ce soit proposer des noms de domaine ou bien une solution médicale pour prendre des rendez-vous avec des médecins tels que Comédical. Et vous vous êtes tous rendus compte à un moment qu'il y avait un problème par rapport, il n'y avait pas vraiment de solution pour permettre à vos clients de pouvoir effectuer leur paiement. Et je crois qu'on peut retenir que c'est une telle observation que vous avez eu à faire sur vos marchés respectifs et qui vous a amené à rentrer dans l'univers de la FinTech. Et par rapport à cela, j'aimerais me tourner vers Martial Monté pour lui demander comment les clients ont accueilli la solution SynetPay lorsque vous l'avez lancée. Bon, je pense que les clients l'ont accueilli de manière très favorable, très bien. Beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone avaient des projets digitaux et ils avaient peur de lancer leur site de e-commerce, leur service de livraison, leur service en ligne parce qu'ils ne disposaient pas d'une solution de paiement. Depuis que nous sommes sur le marché, on se rend compte que beaucoup de gens se lancent dans la création des produits, des solutions et des innovations sur le web et les applications mobiles. Et le fait d'avoir une solution de paiement unique qui regroupe l'ensemble des moyens de paiement dont la majorité de nos populations utilisent, ça leur simplifie beaucoup la vie et ça leur simplifie énormément la tâche. Donc aujourd'hui, on a des clients qui sont locaux, on a des clients régionaux, on a des clients même qui sont panafricains et on a des clients même qui sont internationaux. Donc, la majorité de ces clients-là étaient à la recherche ou bien étaient dans l'attente d'avoir une solution pour leur faciliter d'encaisser des paiements en ligne. L'avantage aussi que nous leur offrons, c'est notre position panafricaine parce que aujourd'hui, si un client veut lancer son activité en Afrique de l'Ouest, il a juste à contacter SynetPay, intégrer une seule API, créer un seul compte et il peut encaisser tous les fonds dans tous les pays de la zone UEMOA sans avoir à subir toutes les tracasseries avec les différents acteurs du système. Donc, on leur simplifie vraiment cette tâche et je pense que le marché est en plein développement. Le seul frein que je vois aujourd'hui, que nous constatons aujourd'hui, c'est vraiment l'absence de la digitalisation de nos pays et de nos États. Nombreux sont des services et des solutions qui ne sont pas encore digitales et qui font que l'adoption même du paiement est encore très lent, très lent sur nos territoires. Mais on pense qu'avec le temps, c'est quelque chose qui va se résorber parce que de plus en plus, on a des agences web, des sociétés qui développent des plateformes, des sites Internet, des sites d'e-commerce. Et on pense qu'avec la présence de tous ces acteurs, ça va permettre de créer un écosystème où on aura encore beaucoup plus de marchands, d'entreprises qui vont vouloir accepter les paiements en ligne.
Merci Martial Monté. Alors, je poserai la même question à Gilles pour savoir exactement comment est-ce que les clients aujourd'hui accueillent les solutions proposées par OpenNC, notamment KKP. Voilà, je suis également ici au Bénin. Je sais qu'aujourd'hui, KKP, par exemple, collabore également avec le gouvernement béninois, puisque aujourd'hui, la plateforme des e-services, ça, c'est pas pour faire de la publicité à Gilles, mais puisque la plateforme des e-services du Bénin, aujourd'hui, on sait que KKP permet de pouvoir effectuer des paiements, que l'on dispose d'une carte bancaire, d'un compte mobile money. Donc, comment est-ce que les clients accueillent, que ce soit quand je parle de clients, là, je voudrais parler, par exemple, de l'État, je voudrais parler des commerçants. Comment est-ce qu'ils accueillent la solution de KKP? Pour être très franc, au début, nos attentes n'ont pas été comblées. On avait effectivement identifié sur le marché donc, un certain nombre de sociétés en ligne qui, comme nous, manifestaient des besoins d'encaissement digital, d'encaissement en ligne. Nous sommes tombés très tôt face à deux problématiques majeures. C'est qu'il y avait, on va dire, la question de la compréhension même du fait qu'on puisse, par exemple, défalquer un portefeuille mobile money électroniquement. Les populations ne le comprenaient pas. Ils étaient très habitués à ce que les opérateurs mobile money avaient mis en place, qui était le cash-in sur point de vente, le cash-out sur point de vente, et d'entendre qu'on pouvait défalquer l'argent de leur portefeuille électroniquement. Les clients finaux ne le comprenaient pas. Il faut savoir que les clients finaux ne sont pas nos clients, ce sont les clients de nos marchands. Ça, c'était l'un des premiers challenges qu'on a rencontrés. Le deuxième challenge était lié aux marchands eux-mêmes qui, même lorsqu'ils travaillent avec des développeurs et qui, lorsqu'ils arrivaient à appréhender la question de l'encaissement digital, avaient un problème de confiance vis-à-vis de nous. Je veux dire les choses comme elles sont. On était une nouvelle société sur le marché. Ce que nous faisons techniquement, ça s'appelle de la collecte pour compte de tiers. Donc, on collecte le compte du marchand, on le reverse. Ça veut dire que l'argent du marchand passe dans nos mains. Ne serait-ce que pendant même 5 secondes, ça passe quand même dans nos mains. Et donc, les marchands étaient très inquiets de savoir que leur argent transitait par les mains de tierces personnes, alors que les gens sont traditionnellement habitués dans les business ici à encaisser leur argent en cash automatiquement ou à recevoir un virement sur leur compte bancaire. Donc, problème de confiance vis-à-vis des marchands et problème de compréhension de l'usage avec les clients finaux. Ce qui faisait que même si le marchand finissait par avoir confiance et mettait en place sa solution, le risque était que ces clients finaux à lui ne payent pas par cette solution parce qu'eux ne comprennent pas l'usage. Donc, il faut dire que concrètement, c'était un usage à créer. Les gens n'avaient pas non plus beaucoup l'habitude en 2018-2017 ici d'acheter en ligne avec leur carte bancaire. Et ensuite de leur dire, maintenant vous achetez en ligne votre portefeuille mobile money, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau dans leur entendement. Donc, ça a été les deux premiers challenges. On a eu un gros milestone, effectivement, c'est l'arrivée. Bon, à côté de ça, on avait un autre challenge qui était aussi un peu le discours des opérateurs qui poussaient plus pour du paiement en point de vente, alors que nous, on poussait pour du paiement en e-commerce. Et ça pouvait sembler un discours double vis-à-vis du détenteur du wallet mobile money. Et on a, comme j'ai dit, on a eu un gros milestone qui est arrivé, c'est l'arrivée de la plateforme des services publics et d'un certain nombre de plateformes publiques, mais aussi de gros opérateurs privés qui nous ont fait confiance, avec qui on a mis en place des dispositifs pour qu'eux, ils soient rassurés et qu'ils nous ont fait confiance. Et à partir du moment où eux, ils ont adopté nos plateformes, les clients se sont dit, si l'État accepte les paiements via KKP, si les grosses compagnies d'assurance ou de grosses compagnies de microfinance font du disbursement, du reversement par KKP, c'est que sûrement la solution doit être sécurisée. Et donc, ça a permis de donner un premier coup de fouet que nous avons accompagné en faisant de la communication de masse
de la communication classique parce que c'est ce que les utilisateurs connaissaient. Je veux souligner qu'en la matière, cette communication classique que nous avons fait sur des panneaux dans la ville, ainsi de suite, a permis de renforcer notre légitimité. Donc, il fallait régler à la fois le problème de la légitimité de la confiance et le problème de l'usage. Le problème de l'usage a été réglé en partie parce que de grosses compagnies ont proposé ce mode de paiement et l'ont expliqué à leurs utilisateurs. Le problème de confiance a été réglé parce qu'on s'est rapproché de ceux-là et ils nous ont permis de faire des expérimentations qui ont marché. Merci Gilles. En fait, je comprends que les clients accueillent favorablement vos différentes solutions, mais il y a peut-être un point que vous n'avez pas abordé et j'aimerais quand même peut-être qu'on en parle, c'est la question de la tarification. Voilà, vous êtes les premiers acteurs sur le terrain. Par rapport à l'élément tarification, quelle a été la réaction de vos clients? Martial Monté. Oui, bon, je pense qu'il y a différentes catégories de clients. Il y a des clients qui comprennent très vite la valeur ajoutée de la solution de paiement sur le business et il y a des clients qui ont du mal à comprendre encore l'apport d'une solution de paiement sur le business. Donc, pour les clients qui comprennent très vite et pour qui ça apporte une réelle solution à un besoin ou à un problème, généralement, ils n'ont pas de problème avec nos tarifs. Le problème, souvent, ce sont des clients qui ne voient pas forcément l'apport que la solution de paiement va apporter, le plus que la solution de paiement va apporter à leur business parce qu'ils ont déjà l'habitude d'encaisser du cash. Et généralement, quand ils encaissent du cash, c'est sans frais, c'est gratuit, ils ne payent rien du tout. Donc, pourquoi est-ce que le fait qu'ils vont mettre leur solution en ligne, ils doivent payer pour ça. Donc, ça c'est une vraie problématique, mais la majorité des clients qui sont déjà digitaux, qui ont déjà des plateformes en ligne et web, qui cherchent une solution pour pouvoir monétiser ces plateformes, n'ont pas de souci avec ça. Le problème, souvent, ce sont des clients qui ne sont pas encore digitaux, qui sont dans un processus de digitalisation ou bien qui réfléchissent à la digitalisation et qui ne comprennent pas tous les contours et les pourtours de cette digitalisation qui ont cette réticence ou bien qui demandent à ce qu'on fasse une remise ou une réduction au niveau des tarifs. Sinon, théoriquement, bien de manière globale, ça reste un business comme tout un autre où on propose un prix et le client essaie de marchander comme il le fait quand il achète quelque chose au marché ou bien quand il achète une solution pour une entreprise. C'est vraiment le même processus. Il n'y a pas de changement parce que c'est une solution de paiement en ligne ou bien c'est une plateforme de paiement en ligne. Donc, c'est vraiment les mêmes comportements et les mêmes réactions qu'on a quand on est sur un marché, quand on va acheter une chaussure. C'est la même chose pour le client quand il vient acheter une solution de paiement, quand il doit payer pour qu'on processe cette transaction. Voilà. Je vais apporter un complément de réponse. Le problème que l'on avait au début, c'est qu'il faut se rendre compte que la plupart des business qui faisaient la transition en ligne, puisque nous avons une solution au début purement e-commerce, c'était des entreprises qui faisaient soit leur processus de digitalisation. Donc, il y avait déjà une offre physique existante sur laquelle ils ne payaient pas pour faire de l'encaissement. Ils ne payaient pas, entre guillemets, puisque le cash a toujours un coût dans le cadre de sa gestion. Et je me souviens que les premiers marchands qu'on a approchés nous ont dit « Oh, mais Gilles, je ne vais pas te donner 3% de mon chiffre d'affaires. 3%, c'est énorme. Je ne vais pas te donner 3% de mon chiffre d'affaires. » Et donc, c'était l'un des premiers freins qu'on avait déjà. C'était la question de 3% à la base. Et à côté, je ne veux pas supporter les 3%. On a fait une évolution stratégique pour nous qui était de dire « OK, vous pouvez soit mettre les 3% à la charge de votre client final, soit le supporter vous-même. » Donc aujourd'hui, KKP, quand vous configurez votre intégration, vous pouvez choisir qui supporte le paiement final et on a vu rapidement le changement sur le marché
la plupart des marchands, malgré que ce soit les 3%, ont adopté la solution et ont mis la commission de paiement à la charge de leurs usagers finaux, avec une réflexion simple, c'est je vends un produit, le client ne se déplace plus, donc il ne paie plus le coût de transport, ça ne lui paie pas, ne pose pas de problème de payer une commission de service à la place. Encore qu'on a remarqué que sur Mobile Money, par exemple, la plupart des transactions étaient inférieures généralement à 30 000 francs CFA et que les 3% rapportés faisaient à peu près 900 au maximum comme commission. Et les gens se sont dit, ben, le transport, le temps, ça vaut bien les 900 francs CFA. Et sûrement que l'utilisateur n'aurait pas économisé autant s'il devait se déplacer. Ça, c'est la première question, le premier challenge. Et puis, on avait un challenge, c'est que les opérateurs, à un moment donné, se sont mis à annoncer eux aussi, se sont mis à ouvrir publiquement leur API à des marchands qui auraient dû être nos marchands à nous et ils faisaient des tarifs beaucoup plus bas. Parce qu'il faut être lucide et réaliste. Nous revendons en quelque sorte le service d'un opérateur. Que ce soit un opérateur de carte bancaire ou de compte bancaire ou de mobile money, nous ne détenons pas le wallet. Donc, le coût d'acquisition de la transaction initiale est fixé par l'opérateur. Et non pour le service d'expérience client, la facilitation, les modules de gestion que nous allons offrir finalement aux marchands, nous allons facturer en plus. Et beaucoup de marchands sont rentrés dans l'optique de dire, OK, je vais aller m'intégrer directement à l'opérateur, ça coûte peut-être 1,5%, c'est beaucoup moins cher que vos 3%. Mais ils oublient tout le coût qui est lié à la gestion d'une solution d'encaissement digital. Donc, vous intégrez directement à l'opérateur, ça veut dire que derrière, vous développez vos propres modules de sécurité, vos propres modules de gestion, vos propres tableaux de bord pour vous les entretenir, que ça fait tourner un serveur pour lequel vous payez. Les marchands ne voient pas automatiquement toutes ces questions-là. Et les opérateurs ne nous avaient pas aidés à l'époque sur cette communication pour dire il est toujours plus facile pour vous d'aller vers un agrégateur parce que non seulement il vous fait un tarif unifié pour les deux opérateurs, mais vous avez accès à tous les opérateurs à la fois. Donc, c'était aussi un autre challenge qu'on a rencontré. Et ce sont des choses que nous essayons de gommer au quotidien avec un discours et des stratégies plus ou moins appropriées. Donc, voilà comment est-ce que le marché a globalement accueilli les solutions que nous proposons. Merci Gilles. Je vais rester avec toi pour faire une transition vers le deuxième point que nous allons aborder au cours de ce webinaire qui est relatif au capital humain. Alors là maintenant, j'aimerais un tout petit peu voir avec toi quels sont les talents en fait qu'on retrouve au sein d'une fintech. Est-ce que essentiellement vous travaillez avec des codeurs? Alors on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est le mot à la mode. Est-ce que vous n'avez que des codeurs et des commerciaux qui sont, quel est un tout petit peu le profil des emplois au sein d'une fintech? Gilles, merci. Je pense qu'il faut que c'est le moment de démystifier certaines choses. L'expression fintech, la comprendre est très importante. Il y a fin et il y a tech. Donc, il y a bien la partie financière et la partie technologique au moins. Donc, ce n'est pas parce que nous délivrons un service par Internet que la société est majoritairement ou essentiellement composée de développeurs. Le premier challenge, c'est de comprendre les services que nous voulons fournir, qui sont les services financiers. Donc, nous avons bel et bien des financiers à l'intérieur de nos entreprises, des gens qui ont un profil d'analyste financier, de business analyst. On a des chief financial officers qui vont pouvoir s'assurer du revenu de l'entreprise elle-même. On a par exemple un auditeur, un contrôleur de gestion qui va s'occuper de superviser les transactions pour nos marchands. On a des regulatory officers qui travaillent sur les questions de compliance avec les autorités de régulation, la gestion de la fraude, qui mettent en place les process. On a, par exemple, sur certains sujets spécifiques, si vous êtes une fintech et vous êtes dans l'assurance, l'intérêt, c'est d'avoir, par exemple, un actuaire à bord parce que pour aller plus loin que juste revendre le produit de l'assureur et créer des offres complexes, vous avez peut-être besoin d'un actuaire. Donc, on a besoin généralement de la correspondance du métier qu'on veut digitaliser, de ces emplois-là.
Donc, pour nous, par exemple, les agrégateurs de paiement, comme j'ai dit, on a des gens qui travaillent sur le paiement, on a des gens qui travaillent sur la finance, ainsi de suite, et qui ne sont pas des développeurs à la base. On s'assure juste qu'ils aient une très bonne maîtrise des outils informatiques ou bien s'intégrer à notre entreprise. Et sur le plan du développement technique, par exemple, il faut comprendre qu'une fintech, généralement, s'occupe principalement de faciliter un usage sur un canal qui est le canal digital. Et donc, on a beaucoup de designers d'expérience, on a beaucoup de designers d'expérience client, on a des graphistes, des illustrateurs qui vont travailler avec les clients sur tout ce qui est expérience client. Aussi, parce que c'est aussi quelque chose que nous faisons, faciliter la vie aux marchands qui utilisent la plateforme, lui faciliter l'usage de la plateforme parce que c'est peut-être un primo contact avec le monde digital. Et derrière, évidemment, quand on a des développeurs qui développent la solution, on va avoir des ingénieurs qui ne sont pas des développeurs cette fois-ci, mais qui s'occupent de l'infrastructure qui supporte la solution. Donc, on a des gens qui sont spécialistes de la gestion de l'infrastructure digitale, le réseau, les data centers, les serveurs. Et puis, on va avoir surtout, pour nous qui sommes dans FinTech, des ingénieurs spécialisés sur les questions de la sécurité pour superviser nos infrastructures techniquement et pour éviter que nous soyons soumis à des attaques. Donc, vous retrouvez toutes ces panoplies. Et puis, vous retrouvez après les métiers classiques d'une entreprise. On a quelqu'un qui s'occupe de nos ressources humaines, qui est responsable des ressources humaines, quelqu'un qui s'occupe de notre communication, qui est responsable de la communication. On a toute une équipe d'agents de vente directe, donc ce qu'on appelle des commerciaux, qui vont pouvoir aller démarcher les marchands, leur proposer la solution, leur expliquer, les former, les accompagner. On a une équipe de support téléphonique et écrite qui fait le support marchand. On parle d'usage nouveau, les gens ont toujours des questions, même si nous, on s'est battu et on se bat jusqu'à aujourd'hui pour dire que le meilleur service, c'est le meilleur service qui n'a pas besoin du service support. On a toujours quand même une proportion de marchands ou de clients qui vont poser des questions, qui ont besoin d'être supportés dans leur intégration. Et donc, c'est aussi des gens qui travaillent dans l'entreprise. Donc, au-delà de la question du développeur, du designer d'expérience, de l'ingénieur sécurité, ingénieur réseau, ingénieur DevOps, on a des métiers classiques de la finance, de la régulation, gestion de fraude, ressources humaines, communication, agent de vente direct, directeur marketing. On a des métiers classiques aussi dans l'entreprise. Merci Gilles, tout ça c'est très très intéressant. Maintenant, je vais rester avec toi. J'aimerais savoir, aujourd'hui, puisque les fintechs sont assez récentes dans l'écosystème des services financiers, quels sont les talents les plus faciles à attirer et j'insisterai beaucoup plus sur les talents les plus difficiles à attirer. Je disais tout à l'heure que les fintechs étant nouvelles dans l'écosystème des services financiers, on pourrait dire, c'est un peu comme partout dans le monde, hein, c'est une petite aventure. Est-ce qu'aujourd'hui, débaucher un directeur de banque digitale dans une banque, voilà, qui a un certain, je vais dire, un certain confort en termes de durée de contrat, en termes de niveau de rémunération, est-ce que c'est facile aujourd'hui pour une fintech de pouvoir attirer un tel profil? Déjà, ce n'est pas forcément une question de rémunération ou de contrat. Ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que ce qui est le plus facile à recruter aujourd'hui, c'est des développeurs. De plus en plus, on a de la facilité à trouver des développeurs. De toute façon, on a un programme de formation en interne. Ils viennent sur ce cursus, ils sont formés sur nos technologies et ils vont rentrer sous la responsabilité d'un responsable technique qui va les accompagner. Donc, de plus en plus, recruter des développeurs, ça va être quelque chose de plus facile que, par exemple, de trouver un directeur marketing et commercial qui est expérimenté sur le sujet des plateformes digitales. On rencontre, par exemple, on peut trouver un directeur marketing commercial, mais il n'a pas d'expérience sur la compréhension des produits digitaux. Tu peux
trouver un juriste, mais qui n'a pas d'expérience sur le digital, parce que la loi de l'Internet, la loi du numérique sont des tests de loi assez spécifiques. Les tests qui sont basés sur la digitalisation que la PCAO produit sont assez nouveaux, ainsi de suite. Donc, on va dire que d'avoir des personnes qui sont dans les métiers classiques, mais avec une bonne connaissance du digital, des plateformes digitales, des plateformes de fintech digital, des sujets de la fintech sur le digital, c'est quelque chose qui est assez rare. Donc, déjà, trouver ce genre de ressources, c'est plus difficile aujourd'hui pour nous. C'est que de trouver, par exemple, un actuaire qui connaît très bien les modèles actuariels, mais qui est aussi très à l'aise sur tout ce qui va être plateforme d'assurance digitale, par exemple, est beaucoup plus compliqué pour nous que de trouver aujourd'hui un développeur à recruter. Donc, et généralement, quand on finit par les trouver, ils viennent de sociétés de mobile money, télécom, ou bien ce sont des personnes qui ont eu la chance dans une banque de participer au processus de digitalisation de mes produits bancaires, donc ils connaissent assez bien, mais ils sont extrêmement chers. Ensuite, les fintech subissent ce que moi j'appelle le déficit d'image, parce que c'est peut-être un cliché, mais j'ai toujours l'impression ici que si un personnel que vous voulez recruter qui est bon, indépendant, autonome, avec le choix entre choisir une fintech et choisir une banque, les gens préfèrent toujours aller en banque ou aller chez un opérateur parce que le nom est plus ronflant, on a peut-être plus d'avantages sociaux, indépendamment même de la question du salaire. Donc, on souffre encore du déficit d'image, pendant qu'aujourd'hui, dans les pays comme les États-Unis ou l'Occident, où les gens veulent démissionner des entreprises classiques comme les banques classiques que nous connaissons, les opérateurs, pour aller dans les fintech, pour vivre de nouvelles expériences et digitaliser les produits qu'ils avaient l'habitude d'exploiter. Ici, le mouvement est encore un peu difficile et les gens sont encore très attachés à l'image de la grosse société qui colle à la peau des banques et des opérateurs, et aussi peut-être de toute la sécurité financière et sociales qui sont en capacité d'offrir, et que les fintech, pour la plupart, en tout cas en Afrique de l'Ouest, pour moi, ne sont pas encore en capacité de donner. Donc, moi, je pense que c'est plutôt même sur les profils connexes, qui ne sont pas des profils purement techniques que nous avons plus de difficultés aujourd'hui. C'est des profils sur lesquels nous cherchons aussi des gens qui sont autonomes, qui ont une certaine expérience, contrairement à des développeurs ou des designers que je peux former parce que c'est mon ADN. Je ne sais pas si Martial pense la même chose, mais en tout cas, c'est ce que nous pouvons. Merci Gilles. Je crois que Martial va peut-être partager son expérience avec nous, justement par rapport à cette question relative au talent. Est-ce que, comme Gilles, c'est plus facile de trouver des développeurs? Est-ce que dans ton expérience, c'est plus facile aujourd'hui de trouver des développeurs, mais beaucoup plus difficile de trouver des compétences dans les métiers connexes? Bon, mon expérience est un peu contraire à celle de Gilles. C'est plus difficile pour nous aujourd'hui de trouver des très bons développeurs. Je n'ai pas dit des développeurs, mais des très bons développeurs. Parce que le profil de développeur qu'on recherche aujourd'hui, ce n'est pas juste le développeur qui sait développer en Java ou en PHP, ou bien qui sait utiliser le framework Laravel, ou bien Spring Boot et tout. Mais c'est le développeur qui comprend et qui a une orientation, une vision business et qui est vraiment orienté client. C'est très difficile de trouver des développeurs déjà qui sont bons, très bons, autonomes, à qui on confie des tâches et qui réalisent à la perfection. Et la deuxième chose, c'est que c'est très difficile de trouver des talents qui comprennent le métier même de FinTech et qui sont orientés FinTech. Vous pouvez trouver, je suis d'accord avec Gilles quand il dit, vous pouvez trouver un directeur marketing, un directeur commercial, bien des commerciaux B2B qui ont l'habitude de vendre des produits physiques, matériels, et qui n'ont pas l'habitude de vendre des produits immatériels. Donc, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui à trouver des talents qui ont cette capacité à comprendre le métier et à pouvoir proposer, à être force de solution. Donc, trouver des personnes
qui font un métier classique, c'est facile, mais trouver des personnes qui ont ce mindset de fintech et de start-up et qui s'inscrivent souvent dans un esprit de start-up, parce que ce qu'on a constaté, c'est que vous avez des profils qui sont faits pour travailler dans des entreprises classiques et vous avez des profils spécifiques que vous devez pouvoir trouver si vous êtes une fintech. Parce que si vous n'avez pas ces profils-là, c'est pas évident que vous arrivez à construire une vraie boîte. Donc, voilà les difficultés que nous, on a aujourd'hui. Merci, Martial. Merci, Gilles. J'aimerais aborder un nouvel axe d'intervention de ce webinaire qui, cette fois-ci, est relatif à l'accès au financement. Et là, j'aimerais me tourner vers Martial Monté pour savoir comment vous abordez la question du financement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous financez essentiellement sur fonds propres ou est-ce que vous avez recours à des partenaires extérieurs de type banque, capitaux risqueurs ou bien même le marché financier? Comment est-ce que vous abordez la question du financement aujourd'hui au niveau de SINETP, Martial? Merci d'activer le financement. Oui, le financement, c'est une question qui revient beaucoup en Afrique. Et pour des entreprises classiques qui font des activités classiques, il y a un mode de financement traditionnel qui existe depuis longtemps, c'est la microfinance, c'est la banque. Mais pour des entreprises qui sont des fintech, le mode de financement des fintech, il est très, très différent du mode de financement des entreprises classiques. Généralement, les fintech ont plusieurs modes de financement. C'est soit vous avez des frères, des parents, des amis qui vous font confiance et qui vous confient un peu d'argent pour pouvoir financer, développer votre activité. Par contre, ce qu'on ne trouve pas chez nous, ce sont des fonds d'amorçage. Donc, il n'y a pas de structure, qui donne 5 millions, 10 millions, 20 millions à un jeune pour dire, OK, essaie de développer ta solution, essaie de tester ta solution, essaie de définir un business model pour ta solution, essaie de promouvoir ta solution et on verra si ça marche. On te donnera plus d'argent. Si ça ne marche pas, ben, au moins tu auras essayé ça. Ces structures-là, elles manquent énormément. Mais le mode classique de financement des fintechs, ce sont les fonds d'investissement. Et la difficulté des fonds d'investissement, c'est que 80 à 90% de ces fonds sont anglophones. Ils ne comprennent pas le français. Donc, difficile d'investir dans une zone où je ne parle pas la langue. Deuxième difficulté, ils ne connaissent pas le territoire parce que l'Afrique francophone est très méconnue par des anglophones. Donc, ils ne comprennent pas le marché. Ils ne savent pas ce qui se passe exactement ici. Difficile d'investir dans une zone où je ne connais pas le marché et je ne sais pas exactement ce qui se passe. Et la troisième des choses, souvent, c'est l'absence du régulateur et des régulations, surtout pour les fintechs. C'est-à-dire que l'absence d'un cadre légal et réglementaire aujourd'hui pour des fintechs est un frein à l'investissement des venture capital parce que ils ont déjà investi des milliers et des milliers de dollars dans plusieurs fintechs dans le monde et par défaut, ce sont des fintechs qui sont réglementés, qui ont une licence d'exploitation, qui ont une autorisation de la Banque centrale et chez nous, ça n'existe pas. Donc, voilà un ensemble de difficultés qu'on rencontre au niveau du financement. Alors, nous, dès le départ, quand on a créé notre société, on s'est dit, ce ne sont pas les banques qui allaient nous donner de l'argent, ce ne sont pas les microfinances qui allaient nous donner de l'argent, c'est le client qui allait nous donner de l'argent. Donc, dès qu'on a créé notre société, on s'est dit, on va aller chez le client, on va aller prendre l'argent qui est dans la poche du client pour venir mettre dans la caisse de la société, mais de plus en plus à des financements extérieurs à travers des venture capital. Mais pour cela, il faut changer un certain nombre de choses, il faut mettre en place beaucoup de mécanismes en interne avant d'aller
startups, je pense qu'il faut oublier les microfinances, il faut oublier les banques. Les banques ne vont pas vous donner de l'argent, elles ne comprennent même pas votre business model, elles ne comprennent même pas votre activité. Et puis là, le risque est trop élevé pour la banque pour pouvoir investir dans une activité où le risque est tellement élevé que, où il y a tellement d'incertitudes que la banque ne sait pas si oui ou non elle aura son retour sur investissement. Donc voilà comment on aborde aujourd'hui la question du financement chez nous. D'abord le client, aller chercher le client et après, quand on réussira à générer et avoir un maximum de clients, on ira voir des fonds d'investissement pour pouvoir investir dans la société. Merci Martial Monté. En fait, je me permets peut-être là de faire une petite observation. C'est vrai qu'en Afrique francophone, c'est beaucoup plus difficile de voir les fonds d'investissement, mais on constate par exemple que certaines banques arrivent à entrer dans le capital de fintech très innovantes, juste pour citer peut-être le groupe Banque Populaire ou encore la Société Générale. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est également composer aussi avec des investisseurs locaux reste une option, à défaut d'avoir aujourd'hui des venture capital qui s'intéressent beaucoup plus à des marchés anglophones tels que le Nigeria, tels que le Kenya, l'Afrique du Sud ou encore l'Égypte? Bon, c'est très compliqué de collaborer avec des acteurs locaux. Déjà, il faut que ces banques-là aient une vision et une stratégie même pour le digital et pour le paiement ou même pour l'activité que nous faisons. C'est la difficulté qu'on a. Très peu sont des banques qui ont cette vision et souvent même quand elles ont cette vision, elles vont chercher à faire ce que la fintech fait. C'est-à-dire qu'au lieu de collaborer avec la fintech, la banque va chercher à reproduire exactement ce que la fintech fait. Donc ça, c'est une très grosse difficulté sur notre tropique. Et les investissements qui ont été faits par les banques, dont vous avez cité, vous allez voir qu'elles sont pas généralisées, elles sont très rares. Elles sont très rares. Souvent, elles sont spécifiques et souvent, c'est fait sur la base soit du feeling, soit de la connaissance du fondateur, soit du relationnel que le fondateur a avec le directeur de la banque, mais elles ne sont pas faites sur un processus clair et net qui permet de sélectionner cette fintech. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci Martial Monté. Là, maintenant, je vais me tourner vers Gilles pour savoir, Gilles, au niveau d'OpenSea, comment est-ce que vous abordez la question du financement? Est-ce que, comme ce que vient d'indiquer Martial, c'est beaucoup plus, vous commencez beaucoup plus avec vos fonds propres que d'entretenir une relation? Est-ce que vous avez des relations avec des investisseurs, des partenaires financiers extérieurs? Merci, Maxime. Je vais aller un peu dans le sens de Martial pour dire qu'il est très difficile de capter des investissements dans le secteur du digital en Afrique francophone. Donc, c'est important de préciser pour moi dans le secteur du digital. 95% des startups qui ont été financées l'an passé et même cette année se sont faites dans des pays anglophones. Et en général, ce sont les 4-5 mêmes mastodontes qui collectent ces paiements-là. Donc, c'est des pays anglophones, c'est le Kenya, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Égypte, qui collectent ces investissements pour simplement des raisons qui peuvent sembler assez évidentes. C'est l'opportunité avec le pays des startups, c'est l'anglais, c'est la connaissance de ces marchés, mais c'est aussi la taille critique. Quand vous regardez tous ces pays, c'est des pays dont les populations vont dépasser 60-70 millions d'habitants. C'est des pays où il y a une vraie maturité digitale, donc les gens consomment des produits digitaux. Et donc, ça représente de vrais marchés pour les investisseurs. C'est d'abord ce dont souffrent nos pays, c'est que ce sont des marchés fragmentés. Le Bénin, c'est 12 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire, c'est 21 millions d'habitants, le Sénégal, c'est 14 millions d'habitants. En plus, des marchés sur lesquels il y a une très faible pénétration des usages digitaux. On a très vite confondu maintenant le nombre de portefeuilles mobile money avec la maturité digitale d'un pays, alors que le fait de savoir utiliser un portefeuille mobile money ne veut rien dire d'une quelconque maturité digitale. Donc, en plus d'avoir un marché réduit, vous avez un marché où
les usages sont peu développés, où les populations n'ont pas de digital literacy, ils n'ont même parfois pas de literacy du tout. Donc, quand vous ajoutez ces problèmes-là avec les défauts d'équipement, ce sont des marchés en réalité à faible potentiel. Ce n'est pas pour rien que Martial et moi, dans notre discours, nous disons que c'est l'Afrique de l'Ouest francophone qui nous intéresse, parce qu'on va gommer la faiblesse des petits marchés avec l'agrégation de ces marchés au sein d'une région qui, heureusement, a le même droit des affaires, la même monnaie, ainsi de suite, mais qui souffre encore une fois aussi des problèmes de frontières, des problèmes de loi. Il faut recréer la même société dans plusieurs pays pour faire du business, ainsi de suite. Donc, les marchés francophones sont des marchés très difficiles. Même en tant qu'investisseur, moi-même, j'aurais beaucoup de mal à financer dans un marché francophone. En plus, dans beaucoup de ces marchés, il n'y a pas l'infrastructure qui donne une certaine garantie sécurité à l'investisseur. Par exemple, il n'y a que 2 ans que les tribunaux de commerce sont apparus au Bénin. Donc, si tu faisais un investissement et que ça se passait mal et que tu devais aller au tribunal, c'était parti pour 10-15 ans. Donc, quand tu regardes l'environnement des affaires, même, l'environnement des affaires n'est pas incitatif pour les financements. Donc, ça, c'est pour déblayer le terrain. Sur le sujet digital en particulier, les investisseurs francophones ne connaissent pas bien nos marchés et le peu qu'ils connaissent sont les investisseurs français. Ils ont leurs propres problèmes. La France, même si elle s'impose dans le monde des startups, donc quand ils ont leur argent, leur priorité n'est pas de le mettre dans les pays francophones, mais de le mettre sur des startups françaises. Et je le comprends assez bien, il ne faut pas leur en vouloir. Nous, sur la stratégie en interne, moi, j'ai très vite compris qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose côté investisseur. Surtout pas sur le périmètre d'un pays comme le Bénin où, quand moi je regarde en 2017 ou 2018, quand dans ces cas il n'y avait pas un seul fonds d'investissement qui travaillait sur les sujets du numérique. Nous, on a une stratégie duale, on a notre produit de FinTech et on a un service d'ingénierie qui fournit de l'ingénierie à des clients qui utilisent notre plateforme de paiement. Donc, on développe aussi de cross-plateformes pour des clients. Et ces cross-plateformes vont nous permettre de financer la partie FinTech. Quand on regarde au Bénin, on fait la plateforme du conseil de business électronique. On a notre propre solution d'expérience client bancaire où on travaille avec Société Générale, Orange Bank. Donc, on a des clients sur de l'ingénierie. Et ces gros deals nous permettent de financer sur fonds propres les investissements dans notre FinTech en attendant la maturité du marché, en attendant de devenir un acteur avec énormément de transactions et une révalorisation auxquelles des investisseurs étrangers vont s'intéresser. Mais je parie très peu sur les investisseurs locaux. Ils sont encore à financer l'agriculture, le pétrole, l'énergie, la grande distribution, et ils ne voient pas le potentiel du digital. Merci Gilles. Je crois qu'au passage, à travers vos 2 interventions, j'ai trouvé réponse à une question qui était posée dans le chat box, une question de Osias Tossou qui demandait à savoir si vous avez des partenaires financiers. Je crois qu'à travers vos 2 interventions, on a déjà répondu à cela. Maintenant, j'aimerais me tourner vers Martial Monté. Il nous reste une petite dizaine de minutes avant de boucler ce webinaire. Alors, j'ai trouvé quand même que en termes de collaboration, vous avez noué un partenariat avec une autre FinTech. J'ai trouvé quand même que c'était assez innovant. En général, nous avons des partenariats entre FinTech Bank, FinTech opérateur telco. Vous avez noué un partenariat avec une autre FinTech ivoiro-estonienne qui est Paykin. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce partenariat? En quoi consiste-t-il réellement? Le partenariat avec Paykin est très simple. Paykin, c'est une application mobile qui offre une carte de paiement prépayé digital et virtuel et qui offre un certain nombre de services au sein de cette application. Donc, Paykin, dans son établissement en Côte d'Ivoire, dans les pays où SNETP est présent, était à la recherche d'un partenaire, d'un prestataire pour lui permettre d'effectuer le rechargement de ses cartes prépayées virtuelles via des canaux digitaux. Et c'est comme ça que nous avons échangé avec Paykin et après cet échange, Paykin a intégré notre solution de paiement parce que nous, on agrégeait déjà l'ensemble des moyens de paiement présents en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble des pays où nous sommes présents pour pouvoir permettre à tous ces clients de recharger leurs cartes Visa ou Mastercard prépayés avec des canaux, avec des moyens de paiement locaux que sont le mobile money ou bien
les autres wallets afin de permettre à leurs utilisateurs de ne pas avoir à se déplacer pour recharger leurs cartes et d'utiliser ces cartes-là pour faire des transactions à l'international. Donc, voilà comment le partenariat se lie avec Pékin. Et je pense que normalement, en tant que FinTech, nous sommes dans une logique et dans une philosophie de partenariat et de collaboration parce que c'est quelque chose que le marché demande et c'est quelque chose même que l'écosystème demande. Si on veut construire un écosystème fort, on doit signer des partenariats entre nous FinTech. Donc, il y a divers modes de partenariat. Par exemple, le partenariat qu'on a fait avec Pékin, c'était juste pour permettre à Pékin d'utiliser notre solution pour recharger leur carte. Donc, ils ont trouvé un intérêt à cette collaboration. Mais il y a d'autres modes de partenariat où nous, on n'a pas vocation à tout faire et on n'a pas la prétention d'avoir la capacité de tout faire et ni la volonté, ni les moyens financiers pour nous permettre de tout faire. Donc, dans notre stratégie, si on estime qu'il y a une fintech qui offre des services intéressants et qui peuvent nous aider à améliorer nos offres, nous, on n'a aucun souci à signer des partenariats avec ces fintechs. Donc, je pense que de plus en plus même, le marché va aller dans le sens du partenariat, c'est-à-dire que si moi je développe un outil de microcrédit et que vous développez un outil de scoring, ben, c'est plus intéressant pour moi d'intégrer votre outil de scoring sur ma plateforme de microcrédit que de redévelopper un outil de scoring. Pour moi, c'est une perte de temps, d'énergie et d'argent, alors que ce sont des métiers très différents et des métiers spécifiques. Si par exemple, vous développez un outil de fraud management et que moi, je fais du paiement, c'est plus simple pour moi d'intégrer votre outil de fraud management dans ma plateforme de paiement et continuer que de chercher moi-même à développer un outil de fraud management qui sera peut-être moins performant que le vôtre et qui n'aura pas toutes les fonctionnalités que la vôtre. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de partenariats. Peut-être ça sera des partenariats de distribution comme aujourd'hui nous le faisons avec les différents opérateurs. On distribue leurs solutions de paiement. Ça sera des partenariats d'extension. Par exemple, si moi je veux aller au Nigeria, je ne vais pas aller recréer la roue pour aller au Nigeria. Je vais chercher une fintech au Nigeria et puis je vais faire un partenariat avec cette fintech pour pouvoir servir mes clients au Nigeria. Donc, voilà un peu dans quel état d'esprit nous sommes et nous pensons que nous avons tout intérêt, je pense, à travailler et à collaborer entre nous pour pouvoir construire un écosystème fort parce que, comme Gilles le disait, le marché est déjà fragmenté. Si les acteurs même du marché sont aussi fragmentés, et ça sera très difficile que les gros ou bien les grandes entreprises, bien souvent, nos États nous fassent confiance parce que ils vont estimer que nous n'avons pas la taille suffisamment critique pour pouvoir les satisfaire ou bien pouvoir les servir. Donc, voilà ce que je voulais partager. Merci Martial. Voilà, c'est très animé dans le chat box. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais je vais quand même partager avec vous une réaction de Honora Yapo, en fait, qui déplorait le fait qu'il n'y ait pas assez de financement dans l'espace francophone et il disait qu'il serait bien que nos champions aillent chercher les financements là où ils se trouvent. Nous avons également une réaction de Sika, de monsieur Sika, qui demande si les fintechs disposent de solutions AML et je pense qu'à travers l'une des interventions de Gilles, je crois que nous avons une réponse. Vous avez des spécialistes de compliance, donc je suppose qu'il y a quand même des solutions à la matière qui sont utilisées au sein des fintechs. Donc, je vais vous donner, nous sommes en train de clôturer ce webinaire, je vais vous donner 2 minutes chacun pour nous dire un tout petit peu ce que vous pensez du projet d'interopérabilité conduit par la Banque centrale, puisque à travers vos différentes interventions, on l'a bien compris, aujourd'hui, nous sommes sur un marché aussi qui est assez fragmenté. Vos API permettent d'une certaine façon de pouvoir assurer une interopérabilité entre les acteurs financiers. Alors, est-ce que le projet d'interopérabilité conduit aujourd'hui par la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que cela représente une opportunité pour vous ou beaucoup plus, on va dire, ou est-ce que cela représente beaucoup plus une menace? Et comment pensez-vous qu'au niveau de l'écosystème, comment pensez-vous que le régulateur pourrait favoriser l'émergence des fintechs au sein de cet écosystème? Je commence par Gilles.
moi, je vais me baser sur notre propre expérience pour dire que dans l'absolu, je vois ce projet d'interopérabilité comme une opportunité. Dans l'absolu. Je m'explique. Aujourd'hui, si vous cherchez à vous intégrer à une banque, à un opérateur financier majeur, à un émetteur de monnaie électronique, vous y arrivez, mais c'est la croix et la bannière. Quand vous finissez par y arriver. Ça, c'est des aspects qu'on n'a pas soulignés dans ce webinaire, mais c'est vraiment les challenges de collaboration avec les organisations financières établies, banques, microfinance, opérateurs mobile money, qui détiennent des agréments alors que nous n'en avons pas et qui devraient ouvrir leur système d'information pour nous permettre de faire de la combinaison de services pour développer des usages nouveaux pour les populations. Donc, en ce sens, le projet d'interopérabilité en termes d'infrastructure, d'interopérabilité peut représenter dans l'absolu une vraie opportunité. Et il ne faut pas aussi vivre dans les fantasmes. Je ne pense pas que la BCAO pourra développer demain, au-dessus de la solution d'interopérabilité, une solution pour les microfinances, une solution pour faire la cantine, une solution pour faire l'épargne, une solution pour faire l'assurance en ligne, ainsi de suite. Donc, je pense que ça va matérialiser beaucoup plus quelque chose qui, moi, est ma philosophie, c'est que les organisations financières vont s'occuper des produits et nous, on va s'occuper du canal et du client. Mais là où, malheureusement, le régulateur, donc la banque, n'est pas allé assez loin, c'est comment elle garantit l'accès au FinTech à cette infrastructure. Et c'est là où, moi, je continue pas à penser qu'on peut avoir des craintes. Je me souviens que pendant les travaux de Cotonou, j'avais un levé de bouclier vis-à-vis du fait qu'il avait été retenu, je ne sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs, pour avoir accès à cette infrastructure, une FinTech devra signer un partenariat avec une banque ou une microfinance. Et si vous ne connaissez pas une microfinance, et si votre activité intéresse les microfinances, et si votre activité intéresse les banques, et si vous n'êtes pas proche d'une banque, comment vous faites pour développer votre activité? Donc ça, c'est là où je pense que le régulateur n'est pas allé assez loin. Et je pense qu'il aurait dû définir des conditions à minima transparentes pour tout le monde pour permettre l'accès et laisser ensuite les différents acteurs se battre dans les solutions qu'ils proposeraient sur le marché. Pour finir, je pense que il faut intégrer aussi les FinTech dans ce projet sur les réflexions sur les coûts. Aujourd'hui, moi, je peux dire sans me tromper que ceux qui connaissent très bien les problématiques de coûts pour les populations exclues socialement des services financiers, ce sont les FinTech. Elles sont plus au contact du client que les banques ou les émetteurs de monnaie électronique. Et elles sont en capacité d'apporter des insights assez cohérents et réalistes sur comment définir les coûts d'accès à cette infrastructure. Donc, voilà mon avis. Si tu veux que je résume, dans l'absolu, c'est une très bonne chose, ça permet d'établir une infrastructure, mais sur les bords, on est inquiet de la capacité à pouvoir accéder à cette infrastructure, puisqu'une fois encore, on est soumis à mettre en place un partenariat avec des acteurs qui aujourd'hui nous regardent encore comme des menaces. Merci Gilles. Là maintenant, je vais laisser la parole à Martial pour nous dire un tout petit peu comment il perçoit ce projet d'interopérabilité et en quoi le régulateur pourrait favoriser l'émergence des FinTech. Je rejoins Gilles sur la question, c'est que le projet d'interopérabilité, pour moi, c'est une réelle opportunité. Et comme Gilles l'a dit, on ne l'a pas peut-être suffisamment dit, pour pouvoir avoir accès à ces API, il faut recréer la même société dans les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut repartir à la demande des API avec chacun des opérateurs. Il faut renégocier les coûts. Il faut refaire les intégrations. Pour nous, ça n'a aucune valeur ajoutée, ce travail-là. C'est vraiment un travail, comme on dit, technique, qui n'a aucune valeur ajoutée, ni pour nous, ni pour le client, ni pour le marchand. Donc, l'avantage d'avoir un switch où on se connecte une fois et on peut offrir tous les moyens de paiement dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est un gros avantage. Ça nous a affranchi énormément de beaucoup de choses qu'on aurait pu s'en passer si on le pouvait, mais aujourd'hui on ne le veut pas. Mais
J'estime aussi que c'est un projet qui va venir aussi aider le régulateur à définir les règles. Parce qu'aujourd'hui, quand on va voir la banque A, c'est A, c'est ceci. Quand on va voir la banque B, c'est une règle, c'est une autre règle. Quand on va voir l'opérateur A, c'est une règle différente. Quand on va voir l'opérateur C, c'est totalement le monde à l'envers. Donc, ça va permettre aussi d'uniformiser ces règles-là avec ces opérateurs. Et ça va aussi permettre, il y a quelque chose que Gilles n'a pas dit, de fixer des règles que les opérateurs aussi, les acteurs de ce switch-là vont respecter parce que souvent c'est très difficile d'avoir accès au reversement des fonds collectés chez les opérateurs. Et chacun y va de son délai, de sa bonne foi, de son processus interne, de sa manière de travailler. Et ce sont des éléments qui ne sont pas, qui n'aident pas et qui ne favorisent pas l'adoption même des paiements par des petits marchands, des petits commerçants, bien même souvent même par des gros marchands qui estiment que les délais de reversement des opérateurs n'ont aucun sens. Chacun fait comme il veut. Et je pense aussi que ce projet va nous aider, va aider le régulateur à pousser un peu plus loin les choses. Par exemple, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir accès au système bancaire ou bien de microfinance. On ne peut pas connaître le solde d'un client, on ne peut pas faire un paiement avec un compte bancaire, on ne peut pas interagir avec une banque. Peut-être que ça va nous pousser le régulateur à définir des best pratiques pour mettre en place l'open banking. Nous, notre objectif, c'est d'avoir tout cet écosystème à notre disposition et d'innover sur la base des accès que nous aurons. C'est vraiment l'objectif des fintechs. Sinon, pour nous, en tant qu'agrégateur de paiement, notre job, ce n'est pas de courir derrière 50 opérateurs, leur demander pardon à la limite pour avoir les API, pour aller chercher des clients pour venir leur donner et leur faire du chiffre d'affaires. C'est souvent ce qu'on ne dit pas. Nous, on travaille pour les opérateurs et on va chercher les entreprises pour processer des paiements pour ces opérateurs et faire du chiffre d'affaires pour ces opérateurs. Mais je vous dis, pour avoir les API, souvent, à la limite, c'est comme si on vous demandait de vous mettre à genoux, quoi, pour qu'on vous donne un produit qu'ils ont créé, mais pour commercialiser, c'est à la tête du client. Donc, pour nous, c'est une vraie opportunité. Et je suis aussi d'accord avec Gilles, c'est que le régulateur doit aller plus loin, il doit définir les règles pour les fintechs pour avoir accès à ce switch et des règles pour les institutions financières pour avoir accès à ce switch. Donc, ressources aussi importantes par un partenariat ou bien par une collaboration avec une banque. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va venir nous aider à accélérer l'adoption des solutions des paiements digitaux par les petits marchands, par les grands marchands ou même par les grandes entreprises parce que là, ça viendra aussi créer ce qu'on appelle un tiers de confiance. C'est-à-dire que le tiers de confiance que nous sommes aujourd'hui, on va donner ce rôle-là au régulateur, à la banque centrale et ça va attirer beaucoup plus de personnes parce que le régulateur s'implique et c'est très clair. Donc, voilà ce que nous pensons de ce projet. Et ce projet est la bienvenue. On espère que ça va se faire le plus rapidement possible. Merci à vous, Martial Monté. Merci Gilles. Nous arrivons au terme de cette discussion qui est assez passionnante. Nous avons eu pratiquement 1 heure de discussion et nous ne sommes pas du tout ennuyés, et je remarque déjà que dans le chat box, nous avons beaucoup de questions. Je voudrais m'excuser vis-à-vis des participants. Ferry Tousset, qui est encore Jean-Rodrigue Amani. Nous avons quand même pas mal de questions qui sont restées en instant dans le chat box. Ça montre vraiment l'intérêt des participants pour la conversation que nous avons eue ce matin. Nous promettons de pouvoir vous répondre dans les jours à venir. Nous allons essayer de vous envoyer des réponses par mail. Sur ce, il ne me reste plus qu'à remercier les éminents panélistes pour avoir consacré de leur temps pour partager avec nous leur expérience. Je vous remercie très sincèrement, Martial et Gilles. Et je voudrais souhaiter également, je voudrais remercier tous les participants également pour avoir consacré cette matinée pour assister à ce webinaire. Et je nous donne rendez-vous pour un prochain webinaire au mois de juillet. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Maxime. À très bientôt.